l'esprit de la vérité. René Descartes, ce nom synonyme de raison pure, porte en lui une origine secrète, une fissure dans le marbre de sa légende. Car sa révolution intellectuelle, ce basculement majeur qui orienta la pensée occidentale, ne fut pas seulement le fruit d'une froide analyse. Elle fut déclenchée par une unique nuit froide d'automne où 3 songes fulgurants le laissèrent convaincu qu'il était l'élu pour accomplir une mission surhumaine, divine. L'image convenue du penseur austère, tissant sa logique à l'écart du tumulte, est trompeuse, incomplète. En ce mémorable mois de novembre 1619, la légende commence. Descartes n'a à cette époque que 23 ans. Il n'est pas encore le maître philosophe, mais un jeune homme en quête ardente de vérité, qui a suivi les mouvements de l'armée du duc de Bavière. Les braves soldats ont été obligés d'hiverner près du Danube, et avec eux, isolés, Descartes dut rester sur place pour éviter les rigueurs de l'hiver. C'est là, dans la solitude intense d'une chambre allemande chauffée au poêle, que son esprit sur le qui-vive est soudainement emporté. Non par une déduction attendue, mais par la puissance stupéfiante de 3 visions nocturnes. Des rêves intenses, chargés de symboles, d'une clarté surnaturelle, le tourmentent jusqu'aux aubes. Descartes s'éveille de cette nuit turbulente, non seulement ébranlé, mais radicalement transformé. Il est désormais habité par une certitude brûlante, irrépressible, une force supérieure qu'il nommera l'esprit de vérité, vient de lui confier les clés d'une science admirable, destinée à unifier et à renouveler tout le savoir humain. Ici réside un paradoxe vertigineux. L'homme qui allait bientôt imposer au monde le doute méthodique comme point de départ absolu, qui exigerait pour chaque idée des preuves claires et distinctes, cet homme-là ancre sa propre vocation, son élan vital le plus profond, dans une expérience subjective, une illumination intérieure née d'une nuit aux confins du mysticisme. Dès lors, une question lancinante se pose. Comment cette expérience fondatrice, cette conviction née d'une révélation, a-t-elle pu se métamorphoser en l'instrument le plus acéré de la rationalité, en cette méthode conçue pour traquer la moindre trace d'obscurité? Et quel sens donner à ce secret si bien gardé sur cet épisode crucial, à ce choix délibéré de polir sa propre histoire pour n'exposer que l'armure impeccable de la logique, occultant ainsi la nature première de son inspiration? L'histoire officielle de Descartes n'était qu'une façade savamment construite. Sa genèse réelle est une zone de friction intense, là où la quête de certitude absolue a rencontré l'inouï, le surnaturel. C'est cette histoire plus complexe, plus troublante et infiniment plus humaine que nous allons maintenant révéler au grand jour. À la recherche d'une science admirable. Qui était vraiment René Descartes avant la nuit qui allait changer le cours de sa vie et celui de toute la pensée occidentale? Né en 1596 à La Haye en Touraine, petite ville française qui sera rebaptisée Descartes en son honneur, il est issu d'une famille où l'on servait l'État depuis plusieurs générations, notamment dans la justice et l'administration royale. Son père lui-même était conseiller au Parlement de Bretagne. Très jeune, René est envoyé parfaire son éducation dans l'un des établissements les plus prestigieux et rigoureux d'Europe, le Collège royal Henri IV de la Flèche. Dirigé avec une discipline intellectuelle redoutable par les pères jésuites, cet établissement d'élite forme les esprits les plus brillants. Le jeune René s'y distingue, assimilant avec une facilité déconcertante la logique, la philosophie scolastique, les lettres anciennes et surtout les mathématiques, dont la clarté et la certitude le fascinent déjà profondément. Paradoxalement, c'est de cette excellence même que naît son trouble. En sortant de la Flèche, bardé de connaissances, il éprouve moins d'assurance qu'un sentiment aigu d'incertitude. Il a vu les plus grands auteurs se contredire, les systèmes philosophiques s'affronter sans issue,
les sciences reposaient sur des principes hérités, mais jamais véritablement démontrés. Seules les mathématiques lui offrent l'image réconfortante d'un savoir solidement enchaîné, progressant de certitude en certitude. Mais comment étendre cette rigueur exemplaire à l'ensemble de la connaissance humaine ? Cette question n'est pas pour lui un simple jeu intellectuel, elle devient une obsession, une angoisse profonde. Comment penser juste ? Comment agir droit dans un monde où la vérité semble si fuyante ? Estimant que les réponses ne se trouvent plus dans les livres anciens, il prend alors une décision qui marque une rupture. Il faut quitter le monde feutré des études pour se confronter directement à la réalité du monde. Il entreprend de lire dans ce qu'il nommera lui-même le grand livre du monde, espérant y trouver, par l'expérience directe, la sagesse que l'érudition ne lui a pas fournie. Cette quête le conduit au cœur d'une Europe en proie aux premières convulsions de ce qui deviendra la guerre de 30 ans. Loin d'être un simple touriste ou un soldat zélé, son engagement volontaire, d'abord en 1618 en Hollande, auprès de Maurice de Nassau, puis en 1619 en Allemagne, avec l'armée du duc Maximilien de Bavière, est une stratégie. C'était un moyen d'être au plus près des événements, d'observer la diversité des peuples, la vanité des coutumes, les ressorts cachés des actions humaines. Il cherche sous le désordre apparent de l'histoire en marche les traces d'un ordre plus profond, d'une vérité universelle. Un événement majeur survient à Breda, ville située dans le sud des Pays-Bas, fin 1618. C'est là-bas qu'il rencontre Isaac Bickman, un scientifique de l'époque. Ce physicien néerlandais est bien plus qu'un simple interlocuteur. Il est une âme sœur intellectuelle, un révélateur. Bickman, convaincu que la nature obéit à des lois mathématiques, encourage ardemment Descartes à explorer cette voie. Leurs échanges sont une véritable combustion intellectuelle. L'idée d'une mathésis universalis, une science générale de l'ordre et de la mesure applicable à tous les domaines du savoir, prend corps dans l'esprit de Descartes. C'est une vision grandiose, exaltante, la possibilité de reconstruire sur des bases entièrement neuves et indubitables tout l'édifice de la connaissance. L'ambition est immense, presque vertigineuse. Mais l'outil manque encore. La vision est là, mais comment la réaliser ? Cette quête personnelle entre en résonance avec les soubresauts de son époque. Le début du XVIIe siècle est un temps de transition intellectuelle intense. La pensée scientifique moderne lutte pour s'imposer face à des traditions anciennes, face aussi à un attrait renouvelé pour l'hermétisme, l'alchimie, la recherche de savoirs secrets. L'affaire des Rose-Croix, ces mystérieux initiés dont les manifestes publiés quelques années plus tôt, 1614 à 1616, promettaient une illumination et une réforme complète du monde, a durablement marqué les esprits. Elle symbolise une soif profonde de réponses globales, de clés cachées que ni la religion établie ni la science balbutiante ne semblent offrir. Descartes, esprit curieux et informé, ne peut être indifférent à cette atmosphère. Est-il seulement un observateur distant de ces courants, ou bien partage-t-il secrètement cette aspiration à une forme de connaissance supérieure, à une intuition fondamentale qui transcenderait la simple raison discursive ? C'est donc cet homme-là, un esprit exceptionnellement lucide, mais rongé par le doute, animé d'une ambition intellectuelle sans précédent, fort d'une expérience variée du monde, mais toujours insatisfait, que nous retrouvons à l'automne 1619. Les armées prennent leur quartier d'hiver et ils se fixent près du Danube, dans la région d'Ulm ou de Neubourg. Le silence et l'isolement succèdent à l'agitation des voyages. Retiré, dans une chambre simple, chauffée par ce poêle qui deviendra un lieu quasi mythique de sa légende philosophique, il s'immerge dans une concentration mentale extrême. Il sent qu'il touche au but, que les fondements de sa science admirable sont là, tout proches, mais se dérobent encore. La tension intérieure devient presque physique. Chaque pensée est pesée, chaque piste explorée avec une intensité maximale. L'attente est immense, chargée d'une énergie intellectuelle et peut-être spirituelle prête à déborder.
La nuit du 10 au 11 novembre 1619 s'avance, non comme une fin, mais comme le commencement possible de tout. Une nuit où l'esprit humain, dans sa quête acharnée de lumière, va affronter l'obscurité la plus profonde et l'éclat le plus inattendu. Une révélation en 3 actes. La journée du 10 novembre 1619 s'achève. Dans sa chambre isolée près du Danube, René Descartes est dans un état d'exaltation intellectuelle rare. Après des mois, des années de recherche intense, il croit enfin avoir découvert les fondements de la science admirable, cette méthode universelle qu'il appelait de ses vœux. Son esprit est en ébullition, rempli, dira-t-il, d'enthousiasme. C'est dans cet état de tension extrême, l'esprit sursaturé de pensée, qu'il finit par s'endormir. Mais le sommeil ne sera pas un repos, ce sera le théâtre d'une révélation en 3 actes. Premier acte, l'épreuve et l'obstacle. Le premier voyage onirique plonge Descartes dans une atmosphère d'angoisse et d'oppression. Il se voit errant dans une rue sombre, assailli par des visions de fantômes qui le terrifient. Son désir le plus fort est d'atteindre l'église du collège qu'il aperçoit non loin, pour y chercher refuge et prier. Mais une étrange et soudaine faiblesse s'empare de tout son côté droit, le forçant à se courber et à s'appuyer lourdement sur son côté gauche. Il avance ainsi, claudiquant, submergé par la honte de cette démarche déséquilibrée. Comme si cela ne suffisait pas, un vent violent se lève en tourbillon, le faisant pivoter sur lui-même à plusieurs reprises, sur son pied gauche désorienté. Malgré ces obstacles, il parvient à discerner la porte ouverte du collège et s'y engouffre, espérant y trouver un refuge. Son objectif reste l'église, à l'intérieur de l'enceinte. En traversant la cour, il croise un homme de sa connaissance, mais, dans son état de confusion et de faiblesse, il passe sans pouvoir le saluer comme il le faudrait. Lorsqu'il tente de faire demi-tour pour réparer son impolitesse, le vent redouble de violence, semblant souffler directement contre l'église, et le repousse brutalement, l'empêchant d'avancer ou de manœuvrer comme il le désire. C'est à ce moment qu'une autre personne dans la cour l'interpelle pour lui dire qu'un certain Monsieur N a un présent pour lui. Dans son rêve, Descartes s'imagine étrangement qu'il s'agit d'un melon venu d'un pays lointain. Il remarque aussi, avec un sentiment de malaise, que d'autres personnes présentes dans la cour se tiennent parfaitement droites et immobiles, nullement affectées par ce vent qui le malmène tant. Il s'éveille peu après, ressentant une douleur physique réelle du côté gauche et envahi par la peur. Il se demande si ce cauchemar est une menace envoyée par Dieu pour le punir de ses fautes ou l'œuvre d'un mauvais esprit cherchant à le détourner de ses bonnes résolutions. Pendant près de 2 heures, il reste éveillé dans le noir, priant et analysant déjà les éléments troublants de ce rêve. La faiblesse physique, la honte, le vent hostile. Épuisé, mais l'esprit en alerte, il finit par se rendormir. Deuxième acte, le tonnerre et les étincelles. Le répit est de courte durée. Un bruit effroyable le tire brutalement de son sommeil. Un coup sec, éclatant, comme un coup de tonnerre fulgurant qui secoue la maison entière. La terreur est immédiate, purement physique. Il ouvre les yeux et voit sa chambre emplie d'une multitude d'étincelles de feu scintillantes, dansant dans l'obscurité. Ce n'est pas un rêve confus. Il est parfaitement éveillé, lucide. Il palpe autour de lui, raisonne, pas d'incendie réel, pas d'orage dehors. Le phénomène est intérieur. Calmé par cet effort de rationalisation, mais profondément marqué par la puissance de l'événement, il se replonge dans la lecture de philosophes pour apaiser son esprit. Près de 2 heures s'écoulent encore avant qu'il ne retrouve le sommeil. Troisième acte, les livres et la question. Le dernier songe est d'une nature toute différente, plus calme, plus intellectuel, mais chargé d'une signification qui semble se dévoiler au fur et à mesure.
Sur sa table, un livre apparaît qu'il ne se souvient pas d'y avoir mis quoi que ce soit sur cette table. C'est un dictionnaire. Il l'ouvre avec curiosité et plaisir, pensant qu'il pourrait lui être d'une grande utilité. Presque aussitôt, un second livre surgit à côté du premier, tout aussi inconnu. Il le reconnaît comme un recueil de poésie latine intitulé Corpus Poetarum. Poussé par une impulsion, il l'ouvre au hasard et tombe sur un vers qui le frappe. « Quod vitae sectabor iter » ? Quelle route suivrai-je dans la vie ? Au même instant, un homme qu'il ne connaît pas se présente à lui et lui montre un petit poème commençant par les mots « est » et « non », le vantant comme une excellente pièce. Descartes identifie immédiatement ce poème comme étant d'Ozone, un poète latin présent dans le grand recueil qu'il tient. Il veut alors montrer à l'homme l'endroit exact où se trouve ce poème dans le Corpus Poetarum. Il feuillette, trouve la partie consacrée à Ozone, mais constate étrangement que l'exemplaire qu'il a en main n'est plus aussi complet qu'il le croyait. Pendant qu'il cherche, il dit à l'homme qu'il connaît un autre poème d'Ozone, encore plus beau, celui qui commence justement par « Quod vitae sectabor iter ». Il tente de le retrouver dans le livre, mais impossible de mettre la main dessus. À cet instant précis, le dictionnaire et l'homme disparaissent. Seul reste le recueil de poèmes, mais incomplet, et le vers tant cherché reste introuvable. Pourtant, alors que les dernières bribes du rêve s'estompent, ou peut-être dans cet état de veille étrangement lucide qui suit immédiatement, une lumière nouvelle inonde l'esprit de Descartes. Il sent avec une force irrépressible que ces trois songes successifs, malgré leur étrangeté et leur violence, ne sont pas le produit chaotique d'une nuit agitée. Ils constituent un tout cohérent, un message articulé venu d'ailleurs, une révélation personnelle dont il lui incombe de déchiffrer le sens profond. Et c'est avec la passion d'un exégète découvrant un texte sacré, mais aussi avec la rigueur de l'analyste qu'il aspire à devenir, qu'il se met aussitôt à décoder les symboles dont sa nuit fut tissée. Le dictionnaire, entrevu puis disparu, prend sous son regard la figure de l'encyclopédie des sciences, l'inventaire de tout le savoir humain qu'il ambitionne justement d'organiser et de fonder sur des nouvelles bases. Mais à ses côtés se tenait plus durablement le recueil des poètes. Celui-ci devient pour Descartes l'emblème de la sphère supérieure où résident la sagesse et la philosophie authentique. La présence de la poésie en son sein n'est pas anodine. Elle signifie que l'enthousiasme, l'inspiration, cette fulgurance qui dépasse la simple déduction est une composante essentielle, peut-être même première, de la véritable sagesse. Au cœur de ce recueil, 2 vers latins ont vibré d'une signification particulière. Le quod vitae sectabor iter, quelle route suivrai-je dans la vie? Formule avec une clarté poignante la question existentielle qui le taraude depuis si longtemps. C'est l'appel à choisir sa voie, à chercher conseil auprès de la sagesse, divine ou humaine. Et la clé pour répondre à cette question, la boussole pour s'orienter, semble lui être donnée par l'autre fragment, cet est oui et non d'Ozone. Référence directe à la sagesse pythagoricienne, ces 2 mots symbolisent pour lui la grande démarcation entre le vrai et le faux, la certitude et l'erreur. Désormais, choisir sa vie et choisir la voie du est, la voie de la vérité rigoureusement établie, ne feront plus qu'un. Sa mission se dessine, établir la méthode infaillible pour distinguer l'un de l'autre. Armé de cette compréhension nouvelle née du 3e songe, Descartes jette alors un regard rétrospectif sur les visions plus troubles qui l'ont précédé. Elles s'illuminent à leur tour. Le melon incongru du premier rêve. Il y voit le symbole des attraits de la solitude, un bien désirable peut-être, mais offert par des voies humaines, une séduction potentiellement trompeuse qu'il faut savoir évaluer. Le vent impétueux qui l'assaillait près de l'église. Il le démasque comme le malus genius, l'esprit du mal, dont l'intention, selon lui, n'était pas de l'éloigner de Dieu ou de la vérité, mais de l'y pousser brutalement, par la contrainte, signifiant ainsi la nécessité d'une démarche libre et éclairée, non forcée. Enfin, le fracas du tonnerre et la pluie d'étincelles du second songe
si terrifiant sur le moment, se métamorphosent en signes éclatants. C'était l'esprit de vérité lui-même, descendant sur lui pour le saisir, l'investir de sa lumière. Alors que l'aube pointe à peine, une certitude absolue, calme et profonde, s'installe en Descartes. Le message divin est complet, limpide. L'Esprit de Dieu lui a confirmé sa voie. Il doit consacrer son existence à fonder cette science admirable, capable d'unifier tout le savoir, en alliant la profondeur de la sagesse philosophique et inspirée, le recueil, à l'étendue des connaissances scientifiques, le dictionnaire, le tout guidé par une méthode rigoureuse capable de distinguer le vrai, est, du faux, non. Les angoisses des premiers songes n'étaient que les dernières épreuves, les ultimes mises en garde contre l'erreur. Le troisième songe lui a apporté la réponse et la confirmation tant attendue. Il n'a pas seulement pensé avoir trouvé les fondements de sa science la veille, il en a reçu, au cœur de cette nuit de feu, le sceau sacré, la mission divine. Le doute s'est dissipé, non par un raisonnement, mais par une révélation. Cette nuit s'achève avec une conviction inébranlable qui vient de naître. C'est le principe sur lequel il bâtira désormais sa vie et son œuvre. Le vœu et la méthode. L'aube du 11 novembre 1619 se lève sur un homme transformé. L'angoisse et l'effervescence de la nuit ont laissé place à une certitude calme, profonde, inébranlable. René Descartes n'est plus le jeune homme en quête, assailli par le doute et l'insatisfaction. Il est désormais investi d'une mission, porteur d'une vérité qu'il croit d'origine divine. La science admirable dont il avait entrevu les fondements la veille lui a été confirmée, sanctifiée par l'esprit de vérité lui-même. Ce n'est plus seulement une ambition intellectuelle, c'est un devoir sacré. La force de cette conviction se traduit immédiatement par un acte concret, un geste de dévotion qui ancre l'expérience spirituelle dans le réel. Encore sous le coup de l'émotion et de la gratitude pour cette illumination, Descartes fait un vœu solennel. Il promet d'entreprendre un pèlerinage d'action de grâce jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, en Italie. Le choix de Lorette n'est pas anodin. Ce lieu saint, l'un des plus importants de la chrétienté à l'époque, était célèbre pour abriter, selon la tradition, la Santa Casa, la maison de la Vierge miraculeusement transportée par les anges depuis Nazareth. Pour un homme qui se sentait lui-même transporté par une révélation venue d'ailleurs, ce choix de pèlerinage est chargé de sens. Il accomplira d'ailleurs ce vœu quelques années plus tard, probablement entre 1623 et 1625, marquant ainsi physiquement sa reconnaissance pour le don reçu en cette nuit de novembre. Mais au-delà de ce geste pieux, c'est toute l'orientation de sa vie qui est désormais fixée. L'énergie qu'il déployait auparavant dans une quête un peu diffuse va se concentrer sur un objectif unique et colossal: établir et développer cette science admirable, cette méthode universelle capable de déchiffrer tous les secrets de la nature et d'asseoir la connaissance humaine sur des fondations indestructibles. La révélation nocturne n'a pas seulement répondu à ces questions, elle lui a donné une feuille de route et une confiance absolue en sa capacité à la suivre. C'est ici que le lien fascinant et complexe se tisse entre la révélation et la raison. Comment l'expérience mystique de la nuit du 10 novembre a-t-elle pu engendrer la méthode cartésienne, cet outil par excellence de la pensée claire, distincte et rigoureusement déductive? Le lien n'est pas direct, comme si les règles du discours de la méthode lui avaient été dictées en songe. Il est plus subtil, mais fondamental. C'est ici que s'opère la transmutation cruciale, le passage souterrain de la révélation à la raison qui innervera toute l'œuvre à venir. L'expérience fondatrice de la nuit de novembre va agir comme un puissant catalyseur, orientant la forme même que prendra sa quête philosophique. La certitude absolue qu'il a ressentie au réveil, cette conviction intime et indubitable d'avoir été touché par l'esprit de vérité,
devient pour lui l'archétype même de la connaissance véritable. Un tel état de certitude subjective étant possible, il doit exister un moyen de l'atteindre et de la fonder solidement par les seules forces de la raison, afin de la rendre partageable et universelle. Dès lors, sa recherche obstinée d'un premier principe rationnellement inébranlable, qui culminera dans l'évidence du « je pense donc je suis », peut être comprise comme l'effort pour établir par la logique un point d'ancrage aussi ferme, aussi indubitable à l'intellect, que l'était à sa sensibilité et à sa foi la révélation reçue en songe. Cette expérience influence aussi l'outil même qu'il va forger. L'exigence de clarté et de distinction, qui deviendra le critère central de sa méthode pour accepter ou rejeter une idée, semble faire écho à la nature de sa troisième vision. Bien que chargée de symboles à décrypter, celle-ci lui était apparue comme une mise en lumière, une présentation limpide des vérités essentielles concernant sa voie. Cette clarté ressentie, cette impression d'évidence supérieure qui s'impose à l'esprit, il va désormais la rechercher et l'exiger de toute connaissance, prétendant au titre de vérité. Seules les idées qui se présenteront à l'esprit avec cette même transparence et cette absence totale d'ambiguïté seront dignes d'être accueillies. De surcroît, le fait même d'avoir pu extraire un message cohérent et profond d'un matériau onirique à première vue chaotique ne pouvait que renforcer sa conviction intime en l'existence d'un ordre intelligible sous-jacent au désordre apparent du monde. Si les songes eux-mêmes recèlent une structure et un sens accessibles à l'analyse, alors l'univers dans son ensemble doit être régi par des lois rationnelles que l'esprit humain peut découvrir. Cette foi en l'intelligibilité du réel nourrit sa confiance dans le pouvoir des longues chaînes de déduction. En partant d'intuitions premières claires et distinctes, analogues à celles que les songes lui ont confirmées ou révélées, la raison doit pouvoir dérouler pas à pas, avec une rigueur mathématique, la connaissance de l'ensemble du réel. La nuit de novembre ne lui a pas livré le détail de cette Mathesis Universalis, cette science universelle rêvée, mais elle lui en a offert la certitude vibrante de la possibilité, cautionnée par le divin. Vue sous cet angle, l'expérience mystique de 1619 n'apparaît plus comme l'opposé de la future méthode rationnelle, mais bien comme sa source vive, son impulsion secrète. Elle fournit à Descartes l'élan existentiel, la définition du but ultime, la certitude et la confiance inébranlable en sa capacité à l'atteindre. La révélation a été l'étincelle qui a mis le feu à son ambition. La raison sera l'instrument précis et méthodique qu'il va construire pour maîtriser ce feu, l'ordonner et en communiquer la lumière au monde. Le jeune homme qui sort de cette nuit transformatrice n'est plus seulement un esprit exceptionnellement doué en quête de clarté. Il se perçoit comme un messager, porteur d'une lumière qu'il a le devoir de partager. Il sait désormais où aller et pourquoi. Mais une nouvelle question, délicate, émerge aussitôt. Comment va-t-il présenter au monde cette science révolutionnaire, dont la genèse est si personnelle, si extraordinaire, si peu conforme, en surface du moins, aux critères de la rationalité qu'elle entend établir? L'heure de la réflexion stratégique et de la dissimulation de son moment d'illumination approche. Le silence du philosophe. Le voilà donc, René Descartes, à l'aube de sa trentaine, porteur d'une certitude intérieure forgée dans le feu d'une nuit mystique et armé de l'ambition de refonder tout le savoir humain sur la raison. Sa voie est tracée, sa mission est claire à ses propres yeux. Pourtant, lorsqu'il commencera à livrer au public les fruits de ses méditations, notamment dans le célèbre discours de la méthode publié en 1637, la trace de cette nuit extraordinaire sera presque imperceptible. Quelques allusions voilées, tout au plus. Pourquoi ce choix? Pourquoi l'architecte de la transparence logique a-t-il jeté un voile sur l'origine si singulière de son propre projet? Ce silence n'est sans doute pas un oubli, mais une stratégie mûrement réfléchie,
dictée par plusieurs facteurs possibles, reflet d'un homme prudent naviguant dans une époque complexe. Il y a d'abord peut-être la crainte du regard extérieur, la peur du ridicule ou de l'incompréhension dans les cercles intellectuels qu'il cherchait à convaincre. Comment présenter une philosophie qui se veut l'incarnation même de la rationalité en avouant qu'elle prend sa source dans des songes aussi chargés de sens fussent-ils à ses yeux? Révéler cette genèse aurait pu prêter le flanc aux critiques, au sarcasme de ses pairs et affaiblir d'emblée la crédibilité de sa démarche auprès de ceux qui ne juraient que par la froide logique et l'expérience sensible. L'accusation d'être un enthousiaste, au sens péjoratif d'illuminé ou de fanatique, était une arme redoutable dans les débats intellectuels du temps. Plus grave encore était le risque religieux. Nous sommes en pleine contre-réforme catholique. L'Église surveille de près toute prétention à une inspiration divine directe qui échapperait à son contrôle hiérarchique. Les procès de l'Inquisition sont une réalité, et la condamnation de Galilée en 1633 pour avoir soutenu l'héliocentrisme contre l'interprétation littérale des Écritures a marqué tous les esprits, y compris celui de Descartes, qui renoncera d'ailleurs à publier son traité du monde par prudence suite à cette affaire. Dans ce climat de suspicion, se prévaloir d'une révélation privée reçue en songe, même pour fonder une science qui se voulait au service de la vérité, aurait pu être interprété comme une hérésie dangereuse, une forme d'orgueil spirituel inacceptable. La prudence commandait de ne pas exposer cette part intime et potentiellement sulfureuse de son parcours. Au-delà de la peur, il faut aussi envisager une raison stratégique liée à la nature même de son projet philosophique. Descartes voulait fonder une science universelle dont la validité reposerait uniquement sur la force intrinsèque de la raison et l'évidence des arguments logiques. Il cherchait à convaincre non par l'autorité d'une révélation personnelle, par nature subjective et invérifiable par autrui, mais par la lumière naturelle de l'intellect, accessible en principe à tout être humain doué de raison. Fonder explicitement sa méthode sur l'expérience des songes aurait particularisé sa démarche, l'aurait peut-être réduite à une aventure spirituelle personnelle alors qu'il visait l'universalité. Pour que sa méthode soit acceptée par tous comme un outil fiable et objectif, il fallait qu'elle puisse se justifier par elle-même, par sa seule cohérence et son efficacité rationnelle. Enfin, n'écartons pas une dimension plus personnelle. Descartes était un homme d'une grande réserve, soucieux de son indépendance et de sa tranquillité pour mener à bien son œuvre immense. Il est possible qu'il ait considéré cette nuit de novembre comme une expérience trop intime, trop sacrée peut-être, pour être livrée en pâture au débat public, aux interprétations malveillantes ou simplement réductrices. Protéger le secret de l'origine, c'était peut-être aussi protéger le cœur de sa propre vocation. Des amis et correspondants comme le père Marin Mersenne, grand pourfendeur des courants ésotériques et ardent défenseur d'une science rationnelle, ont aussi pu l'encourager dans cette voie de la discrétion. Quelle que soit la part de chacune de ces raisons, crainte du ridicule, peur de l'Église, stratégie de persuasion universelle, tempérament réservé, le silence de Descartes sur ses rêves fondateurs ne signifie sans doute pas qu'il en ait renié l'importance capitale pour lui-même. Il témoigne plutôt de la conscience aiguë qu'avait le philosophe des conditions de réception de son œuvre dans un monde où la raison cherchait sa voie entre la foi institutionnelle et les séductions de l'irrationnel. C'était le choix d'un stratège de la pensée qui savait que pour faire triompher la lumière de la raison telle qu'il la concevait, il fallait parfois laisser dans l'ombre les éclairs initiaux qu'il avait allumés. Descartes dynamité. Alors, qui était René Descartes? Si, à la fin de ce voyage, vous vous accrochez encore à l'image d'un pur esprit logique, d'une machine à penser opérant dans le vide glacial de l'abstraction, donc vous êtes passé à côté de l'essentiel.
vous avez ignoré la fournaise originelle d'où sa pensée a jailli. Car le portrait qui émerge de cette nuit fondatrice de novembre 1619 est celui d'une figure infiniment plus complexe, plus paradoxale, et oui, plus humaine. L'architecte implacable de la raison moderne, celui qui allait ériger le doute en système et exiger la clarté mathématique comme unique sceau de vérité, a été propulsé dans sa mission par une expérience qui échappe radicalement à la raison. 3 songes fulgurants interprétés comme une révélation divine. Le « je pense, donc je suis », ce prétendu point de départ absolu de la philosophie moderne, ne naît de ce fait pas ex nihilo d'une pure déduction logique. Il s'ancre, psychologiquement et existentiellement, dans la certitude viscérale acquise cette nuit-là. La quête cartésienne d'une vérité indubitable est, en son cœur secret, la tentative de retrouver et de fonder rationnellement la solidité d'une conviction reçue comme une grâce. Le moteur de la machine logique la plus célèbre de l'histoire n'est pas seulement la logique elle-même, mais une foi ardente en une mission personnelle, validée par le divin. Ceci pulvérise l'idée reçue d'un cartésianisme froid, mécanique, désincarné. Le véritable Descartes n'est pas ce cartésien caricatural que l'on brandit souvent pour dénoncer les excès d'une raison coupée du sensible, de l'émotionnel ou du spirituel. L'homme historique était pétri d'angoisse, capable d'une exaltation enthousiaste, et sa démarche intellectuelle la plus rigoureuse était sous-tendue par une expérience intérieure intense, par une quête de sens qui dépassait de loin le simple agencement de concepts. Chez lui, la raison la plus aiguë n'était pas une fin en soi, mais un instrument, l'instrument le plus puissant qui soit, pensait-il, au service d'une vérité totale, dont l'intuition première lui était venue par une voie non rationnelle. Et cette révélation n'est pas qu'une anecdote biographique, elle nous oblige à repenser notre propre modernité. Si le penseur considéré comme le père fondateur de la rationalité moderne et du sujet autonome a lui-même puisé son impulsion décisive dans une expérience de type mystique, alors le grand récit de l'avènement des Lumières, comme une simple émancipation de la raison face à l'obscurantisme religieux ou superstitieux, apparaît terriblement simpliste, voire mensonger. La modernité occidentale ne serait pas née d'une rupture nette, mais d'une tension constitutive, d'une interaction complexe et souvent occultée entre la quête de clarté logique et des sources d'inspiration bien plus profondes, bien plus énigmatiques. René Descartes, en fin de compte, n'est pas la statue de commandeur de la raison que l'on a voulu en faire. Il est un personnage tragique et fascinant, écartelé entre l'exigence absolue de la preuve et le souvenir brûlant d'une certitude reçue sans preuve. Le philosophe du doute méthodique portait en lui le feu d'une conviction intime née au-delà du doute. Il est temps de le voir non plus comme une icône lisse, mais comme ce qu'il fut sans doute, un volcan sous la glace. Une figure dont la complexité explosive continue de nous interroger radicalement sur ce que nous appelons la raison, sur ses limites et sur les mystères persistants de ses origines.